Bon, que ce soit bien clair pour tout le monde, je déteste la période des fêtes. Autant vous dire que pour moi, depuis mi-octobre, c'est synonyme d'enfer. Je n'en peux déjà plus. Salut salut et bienvenue sur la présentation de ma palle du Cold Winter Challenge pour l'année 2019-2020. Pour moi ça va être ma première édition, le challenge en est à sa 8e édition, mais c'est la première fois que je le fais. Comme dit dans l'intro, vous savez maintenant que c'est pas la période de l'année que je préfère, en général ça tourne mal. Du coup, pour faire passer le tout cette année, je me suis dit que effectivement ça serait peut-être pas mal de mettre un challenge littéraire. Ça me motiverait peut-être plus et ça me... voilà, déprimerait peut-être un peu moins. Parce que franchement, moi, les fêtes, c'est pas mon délire, quoi. Autant vous dire que déjà, effectivement, depuis octobre, ça commence à être compliqué. Halloween n'était déjà pas passé, qu'il y en a certains qui nous gonflent avec Noël. Les publicitaires, les accros à Noël, bien évidemment, j'ai rien contre vous, hein, franchement, hein, on a tous nos délires. Mais voilà, autant vous dire que vous ne me faites pas passer une bonne saison non plus. Mais bon, je vais essayer un peu de rentrer dans le mood cette année. J'ai quand même voulu me prêter au jeu du Cold Winter Challenge. C'est un challenge que je trouve assez libre et du coup ça me va assez. Parce qu'il faut savoir que moi et les pales, on n'est pas franchement copains. C'est-à-dire que je m'en fais beaucoup. Je me fais beaucoup de pales. Je me challenge un peu moi-même parce que j'ai une palle dont je donnerai pas le chiffre mais qui est vraiment dantesque. Et donc des fois j'essaye de me challenger un peu et je me fais des pales pour les mois et je respecte jamais ces pales-là. Donc là j'ai préparé ma palle et que je vais vous présenter. Pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est le Cold Winter Challenge, je vous ramène à la vidéo de Margot Liseuse dans la barre d'infos. Pour faire très simple, c'est un challenge qui se déroule du 1er décembre au 31 janvier, donc on a 2 mois pour lire les livres, soit qu'on s'est imposé, soit qu'on a envie de piocher dans sa palle. Et il y a 2 manières de valider le challenge. Moi j'ai choisi le challenge tempête, donc je vais essayer de remplir les 4 menus, sachant que c'est assez inégal. Vous allez voir, il y a des thèmes qui me parlent beaucoup moins que d'autres, et donc je n'ai absolument presque rien dans ma palle, même si elle est dantesque. Voilà, comme je l'ai déjà dit, Noël, c'est pas mon délire, donc des lectures de Noël, c'est pas franchement ce que j'ai. Donc j'ai peut-être un peu trichoté sur certains trucs, mais bon, Margot a dit que c'était ok, alors moi je dis trichons, c'est pas grave. Donc je vous présente ça tout de suite, je vais vous présenter aussi un peu, voilà, j'ai réussi à caser quelques bonnes résolutions que Margot a mis en place cette année. J'ai déjà quelques bouquins où je me rends compte que bah, ça colle, donc je vais vous les présenter au fur et à mesure. Donc on commence avec le menu 1 qui s'appelle La magie de Noël, donc avec des livres en rapport avec Noël, le Nouvel An et l'Avent. J'ai dû retourner toute ma palle pour en trouver un, et j'en ai trouvé un seul. Enfin j'en ai un deuxième qui est là, mais je ne pourrais pas le lire parce que c'est une très vieille édition, et pour être tout à fait honnête, à chaque fois que je l'ouvre j'ai l'impression qu'il va se désintégrer. Donc si je le trouve au boulot, je le prendrai, mais celui-là, voilà, celui-là il est là parce je le trouve magnifique. D'ailleurs, je vais vous le montrer. Alors j'ai pas franchement réussi à trouver le, vous voyez, voilà, c'est vraiment une très vieille édition que j'ai trouvé complètement par hasard, je crois, dans une boîte à livres. Je suis incapable, il n'y a pas l'année d'imprimerie. Là, j'ai une année qui est 1890, droit de reproduction et de traduction réservé, mais je ne sais pas si c'est le moment de l'impression. Et vous voyez, il est vraiment en très mauvais état. Et j'ai vraiment peur voilà, que les pages s'abîment, donc je préfère le garder. Voilà, ça c'est mon esprit de collectionneuse. Je préfère le garder. Il est très beau dans ma bibliothèque et ça sera tout. Donc le premier livre que je vous présente pour le menu, le seul livre que je vous présente pour le menu La magie de Noël, c'est Un goût de cannelle et d'espoir de Sarah McCoy, que tout le monde a lu sauf moi, j'ai bien l'impression. Donc avec ce titre, ça me permettra aussi de valider la bonne résolution, découvrir une autrice. On est sur l'histoire, alors on est sur 2 temporalités, une en Allemagne en 1944, dans une boulangerie avec une jeune fille qui s'appelle Elsie qui a 16 ans
Et il va découvrir à la porte de la boulangerie un soir un garçon juif échappé des camps. Et la deuxième temporalité, je crois que c'est en 2007 si je me souviens bien, donc on va être sur des chapitres alternés encore une fois. Donc en 2007, on se retrouve aux États-Unis où une journaliste veut faire un papier et elle se retrouve, du coup, je suppose en ayant fait ses recherches, elle finit par atterrir devant la pâtisserie allemande d'Elsie. Donc je pense que c'est grosso modo Elsie qui va raconter son histoire avec ce petit garçon juif. Et pourquoi je l'ai mis dans cette palle, c'est que en 1944, ça se passe à Noël. Donc je me suis dit que ça rentrait dans le menu, et puis pour être tout à fait honnête, c'est le seul que j'ai. Donc il faudra bien que ça fasse l'affaire. En tout cas, j'ai quand même hâte de le découvrir parce qu'il a beaucoup fait parler de lui, et à voir si j'accroche ou non avec. J'ai vu quelques avis mitigés, mais j'aime bien en général les romans qui se déroulent sur 2 temporalités, et ce qui permet de comprendre mieux le présent. Enfin voilà, c'est un procédé d'écriture que j'aime assez bien, donc à voir. Je ne sais pas si c'est Elsie qui raconte l'histoire sur les 2 temporalités, je verrai bien. Ça peut aussi être intéressant que ce soit Elsie en 44 et la fameuse journaliste en 2007. Donc voilà, je verrai bien. En tout cas, voilà, c'est le seul que j'avais, donc c'est celui que j'ai mis. Pour le deuxième menu, on se retrouve dans une catégorie qui me correspond beaucoup plus et où du coup j'ai dû me restreindre. J'ai mis 4 ouvrages, on n'est pas à l'abri qu'il y en ait beaucoup plus, pour être tout à fait honnête, puisque c'est franchement mon thème de prédilection. Donc on est sur Flocons magiques. Alors les flocons, on va oublier, on va rester sur la magie. Donc contes et écriture de contes, légendes, fantasy, fantastique. Et Margot avait rajouté tout ce qui est SFFF. J'ai donc sélectionné 4 livres. Pour la première lecture que je vous propose, ça va aussi rentrer dans la bonne résolution relire un livre de votre enfance, qui est donc À la croisée des mondes, le tome 1 des Royaumes du Nord de Philippe Pullman. J'ai lu la série en 2002, donc quand j'avais 12 ans. Oui, ça vous laisse l'occasion de calculer quel âge j'ai. Et j'ai un très bon souvenir, mais j'ai très peu de souvenirs. J'ai des flashs de certaines scènes et je confonds souvent entre le tome 2 et le tome 3. Enfin voilà, j'ai des scènes mais qui se mélangent. Donc j'ai pas un souvenir, en même temps ça fait long. Ça fait très long. Ce que je me souviens, c'est qu'effectivement, Lyra était une petite fille que j'avais beaucoup appréciée. Je m'étais assez, je crois, identifiée à elle. J'avais beaucoup aimé le principe des daemons. Je sais jamais comment ça se prononce, je savais déjà pas à l'époque. Mais bref, des familiers, hein, parce que grosso modo c'est ça. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai découvert le principe des familiers dans la fantasy. Et ça fait plusieurs années que j'ai envie de le relire, surtout que là Pullman avait sorti une suite ou une préquelle, je ne sais plus. Enfin bref, un roman dans le même univers. Et je voulais absolument relire cette saga avant de lire le dernier qu'il avait sorti. Bon, il n'a pas eu bonne presse vraiment, donc je sais pas si je le lirai, mais en tout cas j'ai très envie de relire Les Royaumes du Nord. Ça sera une de mes lectures pour ce Cold Winter. Pour une deuxième lecture, alors je pense que j'ai un peu trichoté là pour le coup, mais en fait j'ai très envie de le lire. C'est Jane Eyre, je sais pas comment ça se prononce, personne ne le dit de la même manière, de Charlotte Brontë. Ça fait bien 3 ans que je me dis... En fait j'ai un truc, c'est qu'à Noël je me dis je vais lire un classique. Sauf qu'en fait je relis toujours le même classique, je relis Orgueil et Préjugés. Il y a 2-3 ans j'avais lu Léo de Hurlevent et ça fait du coup 2-3 ans que je me dis qu'il faut que je lise Jane Eyre. À chaque fois je me dis je vais le lire et je le fais pas. Donc cette année il rentre dans le challenge. On est quand même sur un petit mystère de la maison et de qui est cette femme qui est dans la maison. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas Jane Eyre, c'est l'histoire donc de Jane qu'on décrit dès la première ligne comme orpheline maltraitée, sans fortune et sans beauté. La nana a toutes les chances de son côté, hein. Dans l'Angleterre victorienne en plus, donc autant vous dire que la nana part de loin. Bref, elle entre en tant que gouvernante au manoir Thornfield et elle va tomber amoureuse, je spoil rien, elle va tomber amoureuse du propriétaire qui s'appelle Monsieur Rochester, et va s'en suivre un mystère dans le manoir. Ça va être plus simple. Mais une présence mystérieuse hante ce domaine perdu entre landes et bruyères,
qui est cette femme, cette folle recluse dans une mansarde de Thornfield qui menace leur union. Donc, une histoire d'amour dans l'Angleterre victorienne avec un mystère de hantise ou pas d'ailleurs, on ne sait pas du coup. Pour être franche, j'ai vu le film avec Charlotte Gainsbourg, je crois, il y a des années. J'ai très peu de souvenirs. Je me souviens que j'avais beaucoup aimé l'ambiance, forcément, du film et que je voulais lire le livre. Je le fais cette année, sûr. Ça fait partie, sûr, c'est un que je lis cette année et je le lis en décembre à la période de Noël. Voilà. Troisième lecture pour ce menu de flocons magiques. On part dans un univers qui est mon univers chouchou au monde, que rien ne pourra jamais le détrôner, et on en reparlera plus en détail sûrement dans d'autres vidéos. Je compte lire les contes de Biddle le Barde, enfin lire ou relire, parce que finalement je les ai déjà lus, mais voilà. On va enlever ça, hop. Je compte donc relire les contes de Biddle le Barde de J.K. Rowling. Je dis relire, mais en toute honnêteté, j'ai très peu de souvenirs, à part le conte des trois frères, forcément, qui ça est très très bien ancré dans ma mémoire. Mais sinon, les autres, je sais plus s'il y en a 3 autres ou 2 autres. Je me souviens plus combien il y en a en tout. Ça va être très rapide, ça va me permettre de faire une pause. C'est le livre parfait pour faire une petite pause entre les lectures. Et c'est Harry Potter, et à Noël, je me replonge dans Harry Potter, que ce soit les films, les livres, les fanfictions. C'est pour moi la période parfaite pour traverser cette épreuve de Noël. Donc voilà, une petite relecture, relecture des contes de Biddle le Barde. On n'est pas non plus à l'abri que je ressorte un des tomes de Harry Potter. Ça, c'était pas la bonne idée de le remettre pendant la vidéo. Voilà, troisième lecture. Et donc, pour la quatrième et dernière lecture que j'ai mis dans mon menu de flocons magiques, L'épée de l'hiver de Martha Randall, publié chez Les Moutons électriques. On est donc sur un roman de fantaisie pure qui se passe dans le pays glacé de Shrek, où le dirigeant, Lord, je sais pas comment ça se dit, on va essayer quand même, Lord Gambin, ou Jambin, Jambin de GTZ, est sur la fin de sa vie, donc la fin de son règne. Si j'ai bien compris, c'était plus ou moins un règne tyrannique. Et donc on est sur une lutte de pouvoir ou une lutte plutôt chez les héritiers, qui sont au nombre de 4, qui complotent pour savoir justement, ou en tout cas pour accéder au trône. Et on va suivre aussi en parallèle... en fait, j'ai l'impression qu'on suit 3 points de vue. Après, je ne sais pas comment ça sera au niveau de la narration, mais en tout cas, dans le résumé, on nous fait comprendre qu'il y a 3 points de vue. Les héritiers, le peuple qui observe d'un œil un peu inquiet qui a l'air de se passer pour l'héritage, et une femme qui s'appelle Leith. C'est une femme qui était au service, ou qui est toujours, puisqu'il n'est pas mort, il va mourir, du Lord, et qu'elle détestait. Donc je suppose qu'elle va aussi rentrer et qu'elle va avoir son rôle à jouer dans le complot. Et donc ça me tente bien, ça a l'air bon, alors ça a l'air assez court, mais au niveau de la narration ça peut être très riche. On est sur du géopolitique, et en général j'aime assez ça dans les romans de fantasy. Autant dans un contemporain ça me gonfle parce que je comprends pas grand chose ou très vite ça m'angoisse. Autant dans les romans de fantasy j'adore ça, donc j'ai très très hâte de le lire. Pour le menu 3, qui est donc Marcher dans la neige, où on peut lire du nature writing, de la littérature de voyage ou de grands espaces, ou de la littérature où la nature est présente, j'ai sélectionné 3 ouvrages que je vous présente donc pour ce menu 3. C'est Solitaire de Bernard Ashley, publié chez Bayard Jeunesse. On est donc sur l'histoire d'un jeune homme qui va se réveiller sur une île déserte, sans aucun souvenir. Il ne sait pas à qui il est, d'où il vient, ce qu'il fait là. Et il va devoir survivre, bien évidemment. Et en parallèle, on va suivre son grand-père. On suppose que c'est son grand-père, en tout cas. On va suivre un grand-père dont son petit-fils a disparu en mer et qui va mettre tout en œuvre pour le retrouver et qui a apparemment, à un moment, une piste d'une île rocailleuse en plein milieu de l'océan, en plein milieu de nulle part, et dont l'île s'appelle Solitaire. Et pour finir ce beau résumé, ils nous disent c'est le début d'une aventure qui les changera à jamais. Alors,
forcément, ça booste mon imaginaire et j'imagine plein de choses. Voilà. Est-ce que le grand-père va se retrouver également coincé sur l'île avec son petit-fils? Est-ce que c'est vraiment son petit-fils qu'on va suivre? Parce qu'il était peut-être pas tout seul sur un bateau. C'est très intriguant, et ça a l'air quand même assez dense pour un roman jeunesse, en tout cas ado. C'est pas écrit si gros que ça, donc voilà, j'ai l'impression qu'il y a quand même matière. Et l'intrigue me branche beaucoup. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Dans le même esprit, deuxième roman que j'ai sélectionné, tiré d'une histoire vraie, on est un peu sur la version adulte de Solitaire. Ce qu'il advint du Sauvage Blanc de François Garde chez Folio. On est dans les années milieu du 19e siècle où un jeune garçon va être abandonné entre guillemets sur une plage australienne où il va du coup devoir survivre. 17 ans plus tard, il y a un navire qui arrive et qui découvre ce sauvage blanc. Narcisse Pelletier, le jeune homme s'appelle Narcisse Pelletier, celui qui est abandonné, ne va se souvenir de rien. Il va oublier comment parler, comment il s'appelle. Il va complètement redevenir sauvage pour survivre. Donc j'ai très très hâte. C'est donc tiré d'une histoire vraie et il a remporté 8 prix littéraires, dont le concours du premier roman en 2012. Et il est dans ma palle depuis au moins 4 ans. Oui, c'est ma spécialité, hein, cherchez pas. J'ai bien pire que 4 ans. Je dois avoir du 10-11 ans dans ma palle, voilà, du 10 ans d'âge. Donc j'ai très très hâte. On est un peu sur effectivement le même sujet. Mais voilà, là il y a plus un côté historique que j'aime énormément dans les romans. Donc à voir ce que ça donne, mais très très hâte aussi. Et le dernier, et pas des moindres, que je redoute, vous n'avez pas idée, c'est Danse avec les loups de Michael Blake. Alors il faut savoir que Danse avec les loups est un de mes films préférés. Je le regarde pas souvent parce qu'il me brise le cœur à chaque fois, mais voilà, je l'ai en version longue, donc je me tape les plus de 3 heures de film quand je le vois. Et je suis en passion avec ce film. C'est-à-dire que dès que je le vois, je suis dans un état, mais je suis détruite, et en même temps je suis dans un état où je pourrais bouffer littéralement tout le monde et gueuler sur tout le monde. Je suis dans un état de nerfs pas possible. C'est un de mes films, voilà, je ne sais pas, top 10, top 20, c'est un film qui me tient à cœur. Et donc j'ai le roman, que j'ai évidemment très peur de lire, parce que vu ce que le film provoque chez moi, j'ai très très peur que le roman soit pire, puisque c'est beaucoup plus immersif. Mais je voulais découvrir, pour ceux qui ne connaîtraient pas Danse avec les loups, le film ou le livre, on va suivre le lieutenant Dunbar, joué par Kevin Costner dans le film. Vraiment, hein, si vous voulez pas lire le livre, au moins regardez le film, hein, parce que c'est vraiment une merveille. Hein. Et pas que parce que c'est Kevin Costner quand il était jeune. On est d'accord. Donc, on va suivre le lieutenant Dunbar, qui va devoir se rendre sur un avant-poste dans l'Ouest sauvage, tenir un fort. Seulement, quand il arrive, il n'y a plus personne. Le fort est abandonné, et donc il va le tenir seul. Il va le remettre en état et il va le tenir seul, ce fort. Jusqu'au jour, il va se rendre compte qu'il n'est pas franchement tout seul dans ces grandes plaines de l'Ouest américain. Et il y a des Indiens. Et les Indiens sont les Comanches. Et il va s'en suivre toute une relation où il va essayer justement de comprendre le peuple Comanche. De fil en aiguille, il va réussir à communiquer avec eux et se faire accepter, non sans peine. Voilà, il y a des, en tout cas dans le film, il y a des scènes très drôles. Il y a des scènes très émouvantes aussi. Seulement, bah voilà, l'histoire va un peu les rattraper. Et j'imagine que tout le monde connaît plus ou moins quand même l'histoire des Américains avec les Amérindiens. C'est jamais joli. Hein, il y a très très peu de jolies histoires vis-à-vis de ça. Donc on imagine très bien la fin. D'où pas ma réticence, mais ma peur de lire le roman. Je me suis dit que c'était une bonne occasion de le sortir, sachant qu'en plus en ce moment je lis La Vengeance des mers de Jim Fergus, donc je vais rester un peu dans le même... voilà, je reste dans la même lignée. Et il faut savoir que l'histoire des Indiens d'Amérique, des Amérindiens, me passionne. J'ai une grande passion pour les natifs américains. Donc c'est pas un problème, mais c'est juste qu'effectivement à chaque fois ça me détruit.
Bref, ce roman-là me permettra de réaliser la bonne résolution, lire un auteur originaire d'un pays non francophone et qu'on n'a encore jamais lu. Et donc pour finir, le 4e menu, qui est pour moi une zone de non-confort total, puisque c'est un genre que je ne lis jamais, ou en tout cas à chaque fois que j'ai essayé, à part quelques exceptions, ça n'a pas franchement été probant. Le menu s'appelle donc Stalactite ensanglantée. On a donc le choix entre polar, thriller, policier ou roman à énigme. Pas franchement d'affinité avec ce genre, donc on verra bien. J'ai sélectionné 3 romans. Donc le premier c'est un tome 2. Parce qu'il y a bien un truc que j'ai lu que j'ai bien aimé, c'est Millennium. Et donc je sors le tome 2. Vous pouvez constater que j'ai déjà commencé il y a quelques années le tome 2 à la suite du tome 1, chose que je n'aurais jamais dû faire. J'aurais dû laisser passer du temps parce que le tome 1 est quand même assez costaud. Il fait quand même pas mal de pages et je l'avais dévoré. J'ai adoré Millennium, que j'avais trouvé très prenant, et j'ai surtout adoré le personnage de Lisbeth, comme beaucoup de monde. Et j'avais voulu, voilà, lire le tome 2 à la suite. J'avais saturé, et donc je m'étais arrêtée. Donc là, je vais le reprendre depuis le début, hein, c'est juste une relique, là, voilà, un bout de marque-page qui reste. Le tome 2, La fille qui rêvait d'un bidon d'essence et d'une allumette, de Stieg Larsson. Il faut savoir que je m'arrêterai au tome 3, je ne lirai pas les suites, non écrits par Stieg Larsson. Dans ce 2e tome, on va retrouver Lisbeth, et, alors comment s'appelait déjà le journaliste ? Michael. Je vous épargne mes noms de famille. Et on va beaucoup plus suivre Lisbeth, puisque c'est Lisbeth qui va se retrouver un petit peu en danger. Et on va... Bon, du coup, j'ai lu le début, donc je sais qu'on va en apprendre aussi beaucoup plus sur son passé. Et voilà, Lisbeth est un personnage fort intéressant et complexe, et très bien fouillé, que j'aime beaucoup. Et j'aimais beaucoup d'ailleurs la relation qu'ils avaient tous les deux. Donc j'ai hâte de les retrouver dans cette nouvelle aventure, qui est quand même une bonne bricasse, donc pour un genre que je lis pas souvent, celui-là peut peut-être me donner un petit peu de fil à retordre, et je risque de mettre un petit peu de temps à le lire, mais en tout cas quelques années après avoir lu le 1, j'ai hâte du coup de me plonger ou de me replonger dans Millennium, et j'irai avec plaisir pour le coup. 2e roman que j'ai sélectionné, alors là c'est pareil, j'aurai pas énormément de surprises puisque j'ai vu le film Shutter Island de Dennis Lehane, mais il traîne dans ma palle depuis un moment et je m'étais toujours dit qu'il fallait que je lise le roman puisque j'ai vu le film et que c'est un film que j'ai beaucoup aimé. Je connais le twist de fin, je sais ce qui se passe, mais j'avais envie de découvrir avec la plume de Dennis Lehane. J'ai vu le film il y a très longtemps et je ne l'ai pas revu, mais certaines images sont quand même restées un peu gravées dans ma mémoire. C'est une histoire très forte qui effectivement m'avait mis sur les fesses, hein. J'avais beaucoup aimé. Il y avait quelques passages qui m'avaient bien fait flipper. Pour le résumer, on se retrouve donc sur l'île de Shutter Island qui habite donc un hôpital psychiatrique où une femme a disparu. Elle a disparu sans laisser de traces, hormis un mot, une énigme totale, une suite de chiffres et de lettres qui ne paraissent vouloir rien dire. Il y a donc 2 enquêteurs qui vont débarquer sur cette île pour essayer de résoudre le mystère, puisque cette femme ne peut pas s'être échappée. C'est une île bordée de rochers et de... bref, elle n'a pas pu partir à la nage. On n'a pas retrouvé son corps, on n'a rien retrouvé. Elle est introuvable. Il n'y a que ce bout de papier avec cette énigme que les enquêteurs vont essayer de résoudre. Et de fil en aiguille, ils vont plonger au cœur de l'hôpital psychiatrique et va s'en suivre. J'ai l'impression de l'avoir déjà lu, du coup c'est très perturbant parce que je connais l'histoire. Mais voilà, on sait très bien que quand on adapte un film, il y a toujours des scènes qui sont coupées ou réadaptées ou réinterprétées en fonction du réalisateur. J'ai hâte de découvrir du coup quand même l'histoire originelle de ce truc-là, même si j'ai l'histoire du film très présente dans ma tête. Donc ça sera pas une surprise et j'aurai pas le choc final, mais en tout cas, j'ai hâte de le lire. Je vous ai dit que j'aimais pas les romans policiers, et en même temps, à chaque fois, je vous dis j'ai hâte de le lire. Et le dernier, qui est un roman qui traîne depuis un petit moment dans ma palle, Criminal Loft de Armel Carbonell, publié chez Fleurs Sauvages, qui va donc parler d'une télé-réalité un peu particulière. En fait, c'est des hommes et des femmes qui sont recrutés dans le couloir de la mort ou dans un sanatorium.
il me semble. J'ai pas voulu trop relire le résumé. Bref, c'est des criminels, ils sont une dizaine de criminels qui vont être enfermés dans un loft. Il suffit d'imaginer Love Story avec des criminels, en gros, c'est ça, et ils vont devoir, en gros, prouver qu'ils méritent de vivre. Donc c'est assez atroce comme procédé, mais c'est de la télé-réalité, donc on s'attend pas à grand chose de mieux. Et donc j'ai très très hâte de voir ce que ça va donner, puisque là je trouve qu'il y a un aspect psychologique et assez atroce de la chose. C'est-à-dire que déjà les gens sont condamnés, et en plus ils vont devoir peut-être vivre leurs derniers instants dans une télé-réalité. Je sais pas, c'est un côté un peu glaçant, non? Honnêtement, je sais pas ce que ça va donner en roman. Après, je sais que c'est le genre de... Si on me donne ce synopsis pour un film, je serais très emballée. Du coup, pour ce menu 4, tout le menu 4 validera la bonne résolution, lire un genre qu'on n'a jamais lu ou très peu lu. Donc comme je vous le disais, effectivement, moi les polars, j'en lis très peu, enfin tout ce qui est polar, thriller et tout. J'en lis très peu, j'en regarde, j'aime les séries policières. J'écoute énormément de podcasts sur les tueurs en série, sur les mystères non résolus, tout ça, j'adore. Par contre, dès que c'est en roman, j'y arrive pas. Donc là, je reteste. Pour Millennium, je me fais pas trop de soucis. Shutter Island, je connais la fin, donc je ne sais pas. On verra. Voilà, je reteste. Peut-être que je vais aimer cela. Donc voilà, c'en est tout pour cette palle du Cold Winter Challenge. N'hésitez pas à me dire si vous participez au challenge, quelle palle vous concoctez. Si certains des romans que j'ai présentés vous font envie, ou si vous les avez déjà lus, peut-être que ça pourra me motiver pour certains. Voilà, ça me ferait très plaisir d'échanger avec vous. En attendant, si le cœur vous en dit, vous pouvez me retrouver sur Instagram au même nom, tout est dans la barre d'infos, comme d'habitude. Et moi, je vous souhaite de bonnes lectures, prenez soin de vous, ciao!